Grade, caporal. Nous étions le 23 juin 1975. Ce jour-là, Madame Burdet déposait le cycliste de la première compagnie du premier bataillon des troupes mécanisées et légères devant le poste de garde. Je savais que lorsque je repasserais devant ce même poste de garde 4 semaines plus tard, j'aurais alors un chevron d'or sur les épaules. Je m'apprêtais à tourner une autre page de ma vie. En commençant cette formation, j'avais entièrement confiance en moi concernant le maniement de la mitrailleuse. Qui de mieux placé qu'un tireur d'œufs pouvait maîtriser parfaitement cette arme? J'avais donc un bon atout de ce côté-là. Pourtant, j'avais déjà une appréhension, avant même de commencer. Quelles allaient être les mentalités des hommes que je serais à charge de former? Allais-je tomber sur des êtres bêtes et stupides, cherchant toutes les occasions possibles pour tenter de ridiculiser leur chef de groupe? Pour le savoir, j'allais devoir attendre. Je demeurais cependant fidèle à mon état d'esprit. On allait me confier une responsabilité, et rien ni personne ne m'empêcherait de la mener à terme. Si par chance, les individus que l'on allait me confier savaient se montrer sociables, j'étais prêt de mon côté à leur faciliter la vie du mieux que je pouvais durant les 4 mois qui allaient suivre. Par contre, s'ils avaient dans leur tête de me faire regretter mon grade et mon galon, ils pouvaient compter sur un adversaire de taille. Car je n'aimais toujours pas me battre, tant verbalement que physiquement, et mon système de défense était toujours le même, faire rapidement comprendre à l'adversaire qu'il était nettement préférable d'être mon allié que mon ennemi. Mais j'anticipe un peu, car avant de commencer à donner des ordres, je devais déjà gagner mes galons, et les mériter. Jusque-là, dans ma vie, j'avais toujours été un premier échelon, un commis de ferme, un apprenti, et, encore quelques semaines auparavant, un simple recrue. Mais à partir de ce moment-là, le pays allait me demander de commander des hommes et faire preuve d'autorité. Ce n'est pas évident quand, dans toute sa vie, on a été de l'autre côté de la barrière. Dès le premier jour, sur le terrain d'exercice, le capitaine instructeur Liardet nous initiait d'entrée. Nous allons nous partager en 3 groupes durant cette école de sous-off. Tous les jours, nous changerons de chef de groupe. Les groupes seront formés des futurs sous-off de chaque section. Les sections de combat ensemble et les mitres ensemble. J'allais prendre le commandement du groupe des mitrailleurs le premier jour déjà. C'était impressionnant de donner des ordres aux copains avec qui on plaisantait le soir en chambre. Mais nous eûmes vite compris que ce n'était que provisoire et que, volontairement ou malgré nous, nous devrions tous y passer quand même. Un dossier qui n'était pas encore fermé, c'était celui de mon exploit de karaté à Cambril, 1 semaine auparavant. À mon arrivée à la caserne, l'enflure n'avait pas diminué, et les douleurs allaient en s'amplifiant d'effort en effort. Je fus donc contraint de me rendre à l'évidence qu'il fallait passer à l'infirmerie sans attendre. Je n'étais qu'à mon premier jour d'ESO, d'école de sous-officier, que déjà je me présentais au médecin de la compagnie. Quand il va me demander comment je m'y suis pris pour me retrouver avec une main comme ça, qu'est-ce que je vais bien pouvoir y dire? Je peux quand même pas y dire que je courais les décharges publiques pour faire du petit bois avec des dossiers de chaises, et va m'envoyer en convalescence psychiatrique en vitesse. Ah, j'ai une idée. Je vais lui dire que j'essayais d'ouvrir une boîte de conserve, et comme la pointe de l'ouvre-boîte ne voulait pas s'enfoncer dans le métal, j'ai tapé tellement fort que je me suis fait mal. Après ce mensonge de circonstance, le lieutenant d'infirmerie me posait une question logique. Pourquoi ce matin, lors de l'appel, quand nous avons demandé tous ceux qui avaient des attestations médicales ou ceux qui désiraient se faire ausculter pour différentes raisons, vous ne vous êtes pas annoncé? Avant de courir à l'infirmerie, je voulais déjà me rendre compte par moi-même si, malgré cette enflure,
Je ne pouvais pas me dispenser d'avoir recours à vos soins. Mais bon, finalement, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ça fait trop mal, puis je peux rien faire de cette main. Après qu'il m'eut fait souffrir durant quelques instants, en appuyant sans ménagement sur mon enflure, en faisant joujou avec mon petit doigt, il ne crut pas nécessaire, malgré que je lui en ai fait la demande, de faire une radiographie. Il se contenta seulement d'appliquer de la pommade et un pansement, en me disant de repasser le lendemain. Lorsque le 3e jour, il constatait que mon enflure ne diminuait aucunement, malgré ses applications de pommade, il décidait que dès le lendemain, je devais me rendre à l'hôpital de Biance, accompagné d'un infirmier, pour me faire radiographier. Le résultat des radiographies fut déterminant. Fissure du métacarpe de la main droite. À partir de ce jour-là, j'eus droit à une dispense médicale me déclarant inapte de porter des charges durant les 4 semaines qu'allait durer mon école de sous-officier. J'eus soudainement l'impression d'être un privilégié grâce à cette dispense. Mais j'étais encore loin de me douter que l'armée suisse était aussi bien équipée pour transporter des charges à dos d'homme. Le matériel, ainsi que les armes les plus lourdes, sont généralement prévus pour être transportés sur le dos. De ce fait, je semblais être la personne tout indiquée pour acheminer l'armement jusqu'au sommet de la montagne. Durant ce mois de formation, nous nous rendîmes à Ablenchen, un petit hameau situé dans une vallée montagnarde voisine du col du Yonne. Pour nous y rendre, nous fûmes transportés par Pinzgauer, un petit camion tout-terrain, car le temps nous était compté. 1 mois pour faire de nous des chefs de groupe, c'était peut-être suffisant, mais néanmoins nécessaire. Après 1 semaine de tir en haute montagne, nous rentrâmes à la caserne où nos officiers nous avaient préparé un test d'orientation pour la dernière semaine. Notre mission, parcourir le vallonné pays fribourgeois à l'aide d'une carte topographique ainsi que des codes qui nous conduisaient à des endroits spécifiques où différents tests nous attendaient. Cette épreuve, qui allait durer 11h30, était très complète et le physique allait jouer un rôle important. Il était 14h cet après-midi de juillet lorsque notre équipe prit le départ de cette mission. Le temps était orageux et la chaleur intense. Notre équipe était composée de 4 hommes, et pas n'importe quel homme, 3 footballeurs et un cycliste. Je pourrais aussi dire 4 atouts quand je pense à l'épreuve physique qui nous attendait. Comme la plupart du temps, notre équipe n'était composée que de Suisses romands. Caron et Vergère étaient valaisans. Gillard, un fribourgeois de Romont. Quant à moi, j'étais l'élément vaudois du groupe. La bonne humeur et la camaraderie étaient avec nous ce jour-là, contrairement à l'autre équipe de Romans, chez qui la mésentente mettait des bâtons dans les roues. Le résultat du premier code à déchiffrer nous conduisit à la montagne de Lucie. Cette colline proche de Romont est entièrement propriété de l'armée. Mis à part le stand de tir, des terrains d'exercice divers permettent aux militaires de se pratiquer. À cet endroit, nous eûmes quelques tests concernant le camouflage à porter lors d'attaques surprises. Après quoi, nous quittâmes Lucie pour revenir à notre point de départ, dans la petite forêt se trouvant derrière la caserne. Nous attendait le capitaine instructeur Liardet. Il nous posa séparément un certain nombre de questions concernant les alarmes à gaz et les alarmes atomiques. Puis arriva l'heure du souper. Bien que nous étions qu'à 500 mètres à peine de la cantine, il n'était pas question de nous y rendre à pied afin de nous restaurer. Pour satisfaire nos appétits, le capitaine nous avait donné un nouveau code à déchiffrer. Et comme apéritif, il nous donnait aussi la suite du programme. Vous avez maintenant 1 demi-heure pour trouver cet endroit.
Dans une demi-heure, le sergent-major Barofen vous y rejoindra pour vous apporter à manger. Si à l'heure juste, vous n'êtes pas sur place, il repart avec votre souper et vous mangerez demain soir. Waouh! L'ordre était clair et net, et nous devions nous rendre à l'évidence. Nous étions en guerre, et si l'on voulait manger pour survivre, il nous fallait faire vite. Connaissant l'importance de l'alimentation avant l'effort intense, j'en parlais aux copains. On a intérêt à être au rendez-vous, parce que si on peut pas souper, on dormira pas à la caserne ce soir. Je sais pas si dans le football c'est aussi important qu'en cyclisme, mais si tu bouffes pas sur la route, tu chopes la fringale. Quand ça te prend, tu t'en aperçois même pas. T'as juste une envie, poser ton vélo et dormir. Au moment où ça t'arrive, t'as plus aucune volonté. T'es presque à l'état légume. Alors, si on tient à dormir dans nos lits, il faut le trouver, ce Barofen. Plus motivés que jamais, nous trouvâmes le point de rencontre et le sergent-major. Nous, qui pensions simplement remplir nos gamelles et manger le repas que la cantine avait préparé pour nous, nous fûmes très déçus. Certes, il y avait des pâtes au menu et de la viande en boîte. Mais il nous fallait commencer par les faire cuire, ces macaronis contenus dans un sac de plastique. D'entente avec les copains, je me rendais dans une ferme voisine, acheter du bon lait frais, alors que eux, de leur côté, préparaient le feu de camp pour faire cuire nos macaronis. Le souper terminé, le sergent-major nous présenta à déchiffrer un nouveau lieu à atteindre. Et notre randonnée nocturne débuta. De clairière en clairière, de carrefour en carrefour, nous traversâmes le magnifique pays fribourgeois, d'ouest en est et du nord au sud. En cours de soirée, la pluie se mit de la partie, et Vergères commençait à faiblir. Comme j'étais physiquement le plus à l'aise des 4 dans cette épreuve, j'allais prendre en charge le petit valaisan et le pousser durant des kilomètres. Plus les heures passaient, plus le moral faiblissait. La pluie n'arrêtait pas de tomber, et les kilomètres étaient de plus en plus longs. Comme nous nous demandions à tout moment où en étaient les autres équipes, le capitaine allait répondre à notre question. « Bravo les gars, ça va bien, vous êtes les plus rapides jusqu'à présent. Continuez comme ça. » Cette révélation de Napoléon, comme fallait se plaisir à le nommer, nous redonna de l'énergie. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, pour playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, 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 c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, swing it. Allez, 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 allez. Si tu veux te faire plaisir, faut surtout pas hésiter. Pour combler mes désirs, y a rien de tel qu'un petit bébé. C'est bon pour le moral, 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 c'est bon bon, 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 oui c'est bon.
C'est bon